une photo historique, c'est un portrait de Saint-Hubert, l'écrivain. Mais toutes les autres, là, toutes celles-ci, c'est des photos anonymes du 19e. J'ai un livre sur des photographies anonymes, des sortes de photos pas des chefs-d'œuvre, mais des photos assez touchantes du 19e siècle, anonymes complètement, dans lesquelles je me suis incrusté. Et d'où est venue cette idée d'incrustation? C'est une volonté de se démultiplier dans le temps, c'est pas tellement de me démultiplier, c'est plutôt ce sont des autoportraits moraux en fait, c'est-à-dire des autoportraits dans lesquels je me retrouve soit position, en gros jamais à ma place, jamais à ma place, c'est-à-dire soit déjeté sur le côté comme celui-ci, là par exemple, voilà, une espèce de position plus ou moins de rejet monstrueux, qui n'est pas l'objet de l'attention, qui occupe, qui usurpe une position. Il y a un mélange entre une espèce d'orgueil et une espèce de ratage, c'est-à-dire tout ça se tient un peu dans ce titre, le titre que j'ai donné à ces pièces-là, qui s'appelle Hubris, qui veut dire excès d'orgueil, ambition, mais qui est démesuré, qui ne fonctionne pas, dont on n'a pas les moyens, comme ces écrivains qui écrivent ces textes, enfin, ces écrivains fictifs qui écrivent ces textes, sont des auteurs qui se prennent les pieds dans le tapis immédiatement, une espèce d'ambition littéraire, mais dont ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est moi à chaque fois, c'est moi qui suis comme le grand écrivain, sa promenade à la campagne, Heidegger, je sais pas, les photos d'Heidegger. Donc le penseur à la campagne, et puis son manuscrit qui est évidemment un excès d'orgueil, il n'en a pas du tout les moyens. Ces textes sont terriblement confus, les idées se mélangent, enfin ça ne tient pas debout. Et en gros, ce sont d'autres manières d'autoportrait, ça, c'est-à-dire de façon de n'être jamais vraiment à sa place, quoi. Mais qui est le véritable Alain Rivière? Il se cache dans les portraits? Je sais pas, j'aimerais bien le savoir au fond, mais je ne sais rien du tout. Je ne sais pas. Non, je crois que tout ça tend à dire que, en effet, l'identité est probablement un mythe, en grande partie. Que c'est une illusion, finalement. En tout cas, c'est liquide. C'est fluide. Mon nom n'y est pas pour rien, je pense. Hein. Je m'appelle Rivière, donc je pense qu'il y a une idée comme ça de ce qui ne tient pas, qui est labile, qui s'écoule, qui change, qui est sous terre, qui refait surface, et puis qui... Il y a beaucoup d'ironie, mais en même temps beaucoup de profondeur presque métaphysique. Oui. Hein? C'est bien de le voir, parce que l'ironie ou l'humour n'est pas suffisante. Moi, en fait, une œuvre m'intéresse... Une œuvre d'art m'intéresse, et puis c'est même d'une certaine manière sa définition pour moi, qu'à partir du moment où elle est le lieu d'une double intensité, c'est-à-dire que c'est un espace où se disputent des intensités contraires, un espace que se disputent des intensités contraires, c'est-à-dire du tragique, du comique, par exemple, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait plus laquelle emporte le morceau. Donc, si ça n'est que drôle, ça ne m'intéresse pas. Si ça n'est que drôle, de cette manière, ça n'est rien. Si ça n'est que tragique, ça n'est pas grand-chose en plus. C'est-à-dire que espèce de combat d'intensité comme ça électrique qui se dispute le territoire. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est ça. Les artistes dessinent un territoire et laissent entrer deux animaux émotionnellement contraires et c'est leur bagarre qu'on aime, quoi. C'est ça qui fait la physique. Enfin, c'est comme dans Shakespeare, c'est là que ça se passe, quoi. Donc moi c'est ce que je cherche modestement. Mais... La mort est souvent revisitée aussi, le trou de... Ouais. C'est une volonté de revivre, de se prolonger vers le passé finalement. Oui, sans doute, mais le passé est vachement important pour moi. La question du passé, c'est très important. Je pense que on fait, nous autres modernes, l'expérience assez pénible qui est avec je dirais, une espèce d'injonction de la modernité à adhérer au présent, à adhérer à ces promesses d'amélioration et de progrès continu, etc. On fait quand même une espèce d'expérience de coupure
avec le passé. C'est l'une des difficultés morales de l'homme moderne, je crois. C'est-à-dire que, en gros, tout est possible, hormis le passé. Le présent, sans doute, c'est assez... je dirais, d'une certaine manière, la modernité est une sorte d'hymne au présent et au futur, mais le passé est l'objet le plus problématique de la modernité. Donc moi, je fais ce geste très volontairement, à chaque fois, de renvoyer pas la totalité de mon travail, mais toutes les pièces qui sont ici, vers une espèce de regard en arrière, de possibilité de se ressaisir du passé pour le mettre au travail dans le présent et face à l'idée de l'avenir aussi. Je pense que l'une des difficultés qu'on a avec l'idéologie moderne en art, en politique, etc., c'est que c'est difficile de maintenir une relation dialectique avec ça, si on ne convoque pas le passé. Il faut absolument que du passé soit là aussi. Donc voilà, comme Pasolini qui disait l'art est une force du passé, et il le disait aussi en tant qu'homme de gauche, et face aux injonctions modernistes de l'Italie de l'époque. Donc moi je crois beaucoup à ça. Émilie, je ne sais pas si j'aimerais le faire revivre. Il contient pour moi l'idée du revenant, oui, ou du survivant, le survivant ou le revenant, le spectre, celui qui résiste, qui a résisté ou qui revient du Styx, de la mort. Il y a quelque chose de cet ordre dans l'idée de l'art pour moi. Il y a une négociation avec des spectres dans l'art, une négociation avec des fantômes, encore une fois avec le passé, mais qui nous revient, qui ressurgit au-delà de sa propre mort. Il y a vraiment cette idée. Et puis, c'était aussi assez lié à cette... Il y a deux œuvres qui m'intéressent beaucoup, qui sont celles, par exemple, de Werner Herzog, qui est très obsédé par les survivants, les gens qui ont surmonté quelque chose de terrible dans leur vie, et qui continuent, qui reprennent au-delà de la catastrophe personnelle, Et puis, les nouvelles de Melville, dans lesquelles il est question sans cesse de gens qui doivent passer par-dessus une catastrophe, passer au-delà d'une catastrophe pour continuer à vivre, qui résistent, qui endurent et résistent, reviennent. Alors moi je pense que c'est un autoportrait spectral, ouais. C'est l'idée d'être à moi-même mon propre fantôme, je suppose. Et alors le choix des artistes, bon ici on a Alain Rivière qui est français d'origine, oui. Se fait comment là? Ce sont des coups de cœur Ce sont toutes des rencontres avec des travaux, enfin avec des travaux comme avec des artistes. Alain Rivière c'est un coup de cœur. 2009, Fondation Ricard à Paris, l'exposition Artistes sans œuvre de Jean-Yves Joannec, une des plus belles expos que j'ai vues dans ma vie. On s'est contacté, on s'est entendu, je l'ai édité, on est devenus amis. Et puis Alain a porté beaucoup son regard, il a un regard intéressant sur les choses, et donc il m'a beaucoup aidé dans l'éclaircissement de l'orientation de la galerie. Donc c'est la première expo solo, c'est important pour moi parce qu'avant j'ai fait plutôt des expos collectives où je fonctionnais un peu sur le mode du curateur indépendant qui rassemble des choses mais qui ne donnait pas une orientation claire à la galerie. Et là il y a une envie d'aller vers des travaux plus exigeants. Je trouve que le travail d'Alain est un travail exigeant. Et les quelques personnes à qui je vais véritablement travailler comme galeriste, c'est-à-dire maintenant, sont plutôt des gens qui ont un travail assez exigeant, qui en général ont un certain rapport avec la langue, ce qui me plaît évidemment, puisque moi je viens aussi de l'écriture, de la littérature, etc. Mais donc je sens que mine de rien, alors qu'au départ c'était plutôt une sorte de cabinet de curiosité un peu ouvert à tous les vents, je sens que je réduis la voilure et que je m'oriente davantage maintenant vers
voilà, un vrai travail de galeriste, c'est-à-dire travailler avec des gens dans la durée et développer des relations de travail qui sont un peu celles que moi j'ai comme écrivain avec mes éditeurs, par exemple. Jamais demandé aucun subside et qui fonctionne plutôt avec des fonds privés, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui, au niveau du privé, ont mis des fonds. Mais en même temps, le roulement des cartes postales des éditions permet de supporter le lieu, quoi. Et ça, j'en suis très fier parce que voilà, c'est un vrai métier.